D'abord, bonsoir. Bonsoir. Je pense que, Charles, pour ce que tu dis, je vais essayer d'être bref. Je privilégie beaucoup plus les échanges avec la foule. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce dossier, ce qui m'a le plus frappé, c'était la couverture médiatique au Canada. Je suis Canadien d'origine congolaise, donc moi je vis au Canada. J'étais souvent surpris de constater qu'à chaque fois qu'on parlait du dossier rwandais, on ne manquait pas de relever le rôle des diables français. Or, les Canadiens et les Français sont quand même pas mal proches, je veux dire, sur le plan historique, ils sont des cousins. Mais j'étais souvent surpris de constater que, franchement, à chaque fois, quand on parlait du génocide, la France, comme si les Français étaient seuls dans la région des Grands Lacs. Or, il se fait que les Français n'étaient pas seuls. Il y avait les Belges, il y avait surtout les Américains, dont le rôle n'a presque jamais été relevé par les médias, que ce soit ici en France ou au Canada, voire même en Belgique. Et donc, quand j'ai commencé à travailler sur l'implication du Canada, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs canadiens, francophones, de ce qu'on appelle chez nous les Canadiens français. Il y avait la procureure Louise Arbour, que Charles a nommé tantôt. Il y avait le général Dallaire. Et il y avait Monsieur Chrétien, Raymond Chrétien, qui était le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies lors de la crise des Grands Lacs. Et donc, j'ai voulu comprendre quel rôle ils ont joué et pourquoi c'était eux. Très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient là pour donner l'apparence de neutralité. Mais leur rôle consistait surtout à tenir tête à la France dans le conflit qui l'opposait aux États-Unis dans la région des Grands Lacs. Et ce conflit tire ses origines, je dirais, des années 80. Quand Museveni arrive au pouvoir, les Américains décident de l'utiliser dans leur stratégie de déstabilisation du Soudan. Mais il y a aussi un regard braqué déjà sur le Zaïre, donc le Zaïre qui est l'actuelle République démocratique du Congo. Et en 90, le président Mitterrand va faire son fameux discours de la Baule. Il va privilégier une nouvelle... En tout cas, il y aura une certaine réorientation de la politique française en Afrique en fonction des enjeux démocratiques. C'est-à-dire le président Mitterrand avait clairement fait comprendre aux chefs d'État africains que la France allait soutenir des États qui allaient s'ouvrir au processus démocratique. Et juste après, il y a eu la vague des conférences nationales dans les pays africains qui vont ouvrir la voie à la démocratisation de certains États. Mais c'est aussi en 90 que le FPR de Kagame va commencer sa guerre au Rwanda, le 1er octobre 1990. Et quand la guerre est déclenchée en provenance de l'Ouganda contre le Rwanda, la France s'interpose. La France et le Zaïre vont s'interposer. Et les Français, les troupes zaïroises, et aussi belges, mais qui jouaient un double jeu, qui sont intervenus soi-disant pour soutenir le régime du président Habyarimana, mais qui en sous-main soutenaient le FPR. Et donc les Français s'en sont rendus compte, et ils vont dévancer les Belges, ils vont repousser les troupes de Kagame jusqu'en Ouganda d'où ils étaient partis. Et ce détail est très important parce que Kagame, à partir de cet instant, va développer une certaine haine, une certaine hostilité envers la France, parce que la France venait de s'interposer, venait de barrer la route à un projet non seulement rwandais, mais surtout américain, puisqu'il y avait les Américains et les Britanniques derrière les troupes de Kagame qui ont envahi le Rwanda en 1990. Et durant cette période-là, parce qu'on a souvent dit que la France a soutenu le président Habyarimana, c'est vrai, mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que la France a exercé d'énormes pressions sur le président Habyarimana pour qu'il s'ouvre au processus de démocratisation. Et la France a également exercé d'énormes pressions sur le président Mobutu du Zaïre, qui était l'allié du président Habyarimana. Et donc, ce que les Français n'ont pas compris, c'est que en exerçant une forte pression sur ces deux alliés, ces deux chefs d'État, les Français faisaient l'affaire des Américains qui brandissaient le drapeau de la démocratie comme la France, mais qui en sous-main visait plutôt à redéfinir la carte géopolitique de toute la région des Grands Lacs. Et donc, lorsque la France décide de ne pas fournir des armes commandées par l'armée rwandaise pour faire face au FPR,
ça fait l'affaire des Américains. Et dans un câble diplomatique, les Américains se félicitent du rôle des Français en mettant la pression sur le président Habyarimana et sur le président Mobutu. Or, les Français, eux, comme je l'ai dit, eux, avaient en tête la démocratisation du Rwanda, l'ouverture démocratique, que ce soit au Rwanda ou au Zaïre. Et les Américains disaient aux Français, on vous soutient, effectivement, il faut la démocratisation du Rwanda et du Zaïre, mais en sous-main, soutenez l'autre camp qui envahissait et qui avait envahi le Rwanda et qui terrorisait les populations civiles. Ce sont des détails importants parce que très souvent, on a présenté la France comme étant responsable du génocide pour avoir soutenu des génocidaires. Bon, comme l'a dit Charles, le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a jamais été capable de prouver la planification du génocide, mais on brandit toujours ce qualificatif de génocide pour décrire les Hutus. Et dans cette guerre, je me rappelle quand j'ai parlé au colonel Robardet, il m'avait dit notre intervention était bonne, mais sur le plan de la communication, nous avons été d'une nullité incroyable. Et c'est vrai, parce que si on veut comprendre l'histoire du génocide, il faut garder en la forte campagne de désinformation, de propagande menée par les Paul Kagame, qui était soutenu par les Américains. Et il a appris tout ça de ses maîtres américains. Et il dira d'ailleurs, il a dit, nous avons fait les choses d'une nouvelle manière. Donc nous avons gagné la guerre de l'information et nous l'avons conduit mieux que quiconque. Et dans ce dossier, les Français n'ont vu que du feu. Mais le président Mitterrand n'était pas naïf non plus, parce qu'il avait compris qu'il y avait une certaine implication américaine. Et quand il l'a compris, il a, en tout cas au niveau du Zaïre, parce qu'il faut rappeler un détail important, c'est que la guerre qui commence au Rwanda en 1990 ne vise pas le Rwanda. Elle vise le Zaïre du président Mobutu, qui était aussi très proche de la France. Et donc, le Rwanda ne servait que de tremplin à une campagne militaire d'envergure que je vais aborder bientôt. Et donc, le président Mitterrand comprend cela, et le président Mitterrand décide quand même de soutenir le président Habyarimana en lui demandant de s'ouvrir au processus de démocratisation. Et je pense que ça a été l'erreur des décideurs français. Parce que quand vous analysez le dossier rwandais durant cette époque, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que les politiques et les militaires n'avaient pas les mêmes vues sur la situation. Les militaires qui étaient sur le terrain avaient clairement compris que derrière le FPR de Kagame, il y avait les Américains, il y avait les Anglo-Saxons, en tout cas les Américains, les Britanniques. Or, les politiques étaient un peu, entre guillemets, séduits par le discours propagandiste du FPR qui présentait ses adversaires comme étant des génocidaires. Et cette propagande, appuyée par la presse française, belge et américaine, avait eu raison d'eux. Donc, ce qui fait que quand les militaires faisaient des rapports, les politiques français ne prenaient pas vraiment en compte ces rapports. Ils pensaient que les militaires étaient simplement farouchement anti-Kagame et tout, et rien de plus. Or, les militaires avaient vu juste. Et donc, quand les Américains mènent cette guerre-là contre le Rwanda par Kagame interposé, l'une des stratégies consistera à utiliser les Nations Unies. Et c'est là où entre en scène le général Roméo Dallaire. Et le général Roméo Dallaire a été recommandé par le général Maurice Baril, qui était au département du maintien de la paix. Or, le général Maurice Baril, qui est canadien aussi, est un proche du Pentagone. Donc le général Dallaire va permettre à Kagame de prendre le pouvoir, clairement, et quand vous lisez les rapports de fin de mission d'un officier du Bangladesh, il dit clairement que nous, les militaires du Bangladesh, en arrivant au Rwanda, nous ne savions pas que nous étions venus ici pour permettre au FPR de prendre le pouvoir. Et Jacques-Roger Boubou a d'ailleurs expliqué qu'à plusieurs reprises, les militaires du FPR se sont retrouvés dans les bureaux du général Dallaire, se faisant expliquer la carte militaire de l'arrière-pays. Donc, dans cette guerre-là, parce que dans le livre que j'ai coécrit avec l'ancien chef des services secrets zaïrois, l'ancien conseil spécial en matière de sécurité du président Mobutu, nous avons voulu expliquer un fait. Et ce fait est que, dans la région des Grands Lacs, il y a une guerre de puissance à travers des marionnettes africaines. Si la France a soutenu un camp, et pas inconditionnellement, il est essentiel de relever ce point-là, parce qu'on accuse constamment la France d'avoir soutenu les génocidaires. Or, si le gouvernement Hutu a été fragilisé en partie, c'est à cause de ce manque de clairvoyance de la part des politiques français. Et cela, on n'a jamais relevé cela. Et
on a occulté complètement le rôle des États-Unis dans ce dossier. Et pour nous, la guerre des Grands Lacs, c'est avant tout une guerre de puissance. La France a été défaite. Et quand la France a été défaite au Rwanda, le prochain objectif, c'était le Zaïre. Parce qu'une fois que Kagame a été installé au pouvoir, on a commencé à planifier maintenant la guerre au Zaïre. Et donc les militaires américains, les forces spéciales, vont former les troupes de Kagame pour leur future mission au Zaïre. Et la guerre du Zaïre va débuter en 1996, en octobre 1996. Donc on va présenter cette guerre-là comme une rébellion des Congolais qui combattent la dictature du président Mobutu, alors qu'il s'agissait en réalité d'une expédition américaine. Pourquoi je parle d'expédition américaine? Parce qu'il y avait des forces spéciales américaines sur le terrain. Et encore une fois, les Français s'en sont rendus compte. Et aujourd'hui, on sait que le président Chirac avait déployé des hommes sur le terrain pour s'interposer, pour en tout cas barrer la route aux troupes de Kagame qui étaient soutenues par les forces spéciales américaines. Et si on en croit en tout cas le témoignage de l'enquête de Pierre Péan, il paraîtrait que Bill Clinton a personnellement appelé Jacques Chirac pour lui dire de retirer ses hommes du terrain. Et c'est comme ça que la France a été défaite dans la région du Grand Lac. Et à partir de ce moment, une nouvelle donne s'est installée dans la région. Parce qu'au Rwanda, on a Kagame, on a l'anglais. Et celui qui arrive au pouvoir au Zaïre, c'est un ancien opposant qu'on est allé chercher pour chasser Mobutu. Et quand lui, il arrive au pouvoir, il refuse d'exécuter la feuille de route que ses maîtres lui avaient imposée. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont l'éliminer. Et une nouvelle guerre va commencer en RDC. Et cette guerre, c'est la guerre qui se poursuit jusqu'à présent, une guerre de basse intensité qui a fait, au moins selon les Nations Unies, près de 6 millions de morts. 6 millions, et ça n'intéresse personne, on n'en parle pas. Et quand on en parle, c'est pour nous dire que voilà, cette guerre-là tire ses origines de la présence des génocidaires Hutus rwandais à l'est du Zaïre. Alors qu'en réalité, en 1996, quand les troupes rwandaises décident d'envahir l'est du Zaïre, épaulées par les forces spéciales américaines, elles massacrent systématiquement hommes, femmes, vieillards, enfants. Et une partie de ce qu'on a appelé, entre guillemets, les génocidaires. Et ce massacre va s'accomplir avec l'assistance des avions espions américains qui photographiaient les réfugiés et envoyaient ces photos au sol aux troupes de Kagame qui, après, se livraient au massacre systématique des civils. Et c'est très important de le dire. Et l'armée rwandaise va s'installer à l'est du Zaïre pendant de très longues années. Que de chasser les génocidaires, l'armée rwandaise va se livrer au pillage des ressources minières du Zaïre pour le compte des grandes multinationales. En 2001, un rapport des Nations Unies disait clairement que rien qu'en cobalt, on avait 6 millions de dollars qui sortaient par jour du Zaïre, rien qu'en cobalt. Et je ne parle pas du coltan que vous connaissez, vous avez entendu parler du coltan qu'on utilise pour la fabrication de tout ce qui est téléphone, tout ce qui est électronique, ou même dans l'industrie militaire. Et donc, tout cela, c'est pour dire comme Charles que cette guerre avait des objectifs économiques. Et comme l'a dit d'ailleurs le colonel Robardé dans un documentaire, il n'existe pas de guerre sans motif économique. Et les motifs économiques de la guerre du Rwanda ne se trouvaient pas au Rwanda, mais ils se trouvaient au Congo. Et les Rwandais ont payé très cher les richesses de leurs voisins. Mais ce qui frappe quand même aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la position française dans ce grand jeu géopolitique dans la région, c'est qu'on a vu depuis l'arrivée de Sarkozy en 2007 une réorientation de la politique française dans la région, en Afrique centrale. Et pas seulement en Afrique centrale, mais un peu partout en Afrique. Et même à travers le monde, si je peux dire. Sarkozy se rapprochait des Anglo-Saxons. Contrairement à ses prédécesseurs, il s'est allié au Rwanda. Je pense que vous avez vu le président Sarkozy aller s'incliner à Kigali devant le mémorial du génocide. Vous avez le mémorial que Kigali utilise pour traumatiser un peu les populations occidentales. Vous savez, on a mélangé des crânes d'humains et de chiens, on a tout mélangé pour montrer que voilà, ce n'est pas pour me moquer des morts rwandaises, des morts rwandais. Il y a eu des morts, il y a des victimes, nous nous inclinons, mais c'est pour Kagame, c'est un fonds de commerce. Cette histoire du génocide, c'est un fonds de commerce. Et il l'utilise à chaque fois
pour faire taire surtout les Français à chaque fois qu'on célèbre le génocide. Et donc Sarkozy, en se rapprochant de Kigali, a en même temps mis les bâtons dans les roues de la justice française qui enquêtait sur l'attentat du 6 avril, qui est considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Ce dossier de l'attentat en France est très important parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, ce dossier est fondamental pour comprendre aujourd'hui l'orientation de la politique française en Afrique centrale, notamment dans la région des Grands Lacs. 3 Français ont été tués dans cet attentat, comme l'a dit Charles. 3 membres d'équipage français. Il y a eu une instruction judiciaire conduite par le juge antiterroriste français, comment il s'appelle, Jean-Luc Bruguière. Et Jean-Luc Bruguière est arrivé à la conclusion que ce sont les hommes de Kagame qui sont responsables de cet attentat. Il y a eu 9 mandats d'arrêt lancés contre les proches de Kagame. Kagame étant le chef de l'État, on ne peut pas le poursuivre. Mais on a demandé aux Nations Unies d'engager des poursuites contre Kagame, c'est que les Nations Unies n'ont pas fait. Il se fait qu'après Bruguière, le juge Trévidic est arrivé, le juge Trévidic et Pou ont récupéré l'affaire. Or, Bernard Kouchner, qui est arrivé dans les bagages de Sarkozy, avait négocié secrètement avec Paul Kagame pour qu'on trouve un moyen pour court-circuiter la démarche de la justice française. Donc, vous avez, je crois, suivi l'histoire de Rose Kabouye, cette proche de Paul Kagame qui est arrivée ici et qui a été arrêtée, et ce qui a permis à la partie rwandaise d'avoir accès au dossier judiciaire. Et maintenant, le juge Trévidic a dû en quelque sorte reprendre le dossier et l'instruction. Il y a 2 ans, on nous a présenté ce qui s'apparente à un rapport d'expertise technique sur l'attentat, et on a laissé croire que l'attentat aurait été commis aux alentours de Makanombe, parce qu'il y a une polémique sur l'endroit où les tirs de missiles ont été tirés. Ils sont partis en tout cas. Il y a la ferme de Masaka, que le juge Bruguière avait identifié comme étant le lieu d'où les tirs sont partis. Et juste à côté, il y a un camp militaire de Kanombe où il y avait les extrémistes, les Hutus, les troupes Hutus, les troupes gouvernementales Hutus. Et dans la version officielle, Kagame et ses amis journalistes et autres ont toujours accusé les Hutus d'être les instigateurs de l'attentat. Pourquoi? Parce que, selon les Nations Unies, les responsables de l'attentat sont aussi ceux qui sont, en tout cas les responsables de l'attentat sont les responsables du génocide. Donc si on accusait les Hutus d'avoir commis l'attentat, cela veut dire que ce sont eux les responsables du génocide. Et donc si on accusait Kagame d'être le responsable de l'attentat, cela veut dire que c'est Kagame qu'on présente comme étant le héros de l'histoire rwandaise, celui qui a arrêté le génocide, du coup celui qui sera incriminé dans cette affaire. Et le juge, la procureure Carla Del Ponte l'a clairement dit, s'il s'avère que c'est le FPR qui a battu l'avion, l'histoire du génocide devrait être réécrite. Donc c'est un enjeu très important, cette histoire d'attentat. Alors il se fait qu'en France, les juges Trévidic et Pou, nous ne savons pas s'ils traînent les pieds, mais en tout cas, les émissions politiques dans cette affaire sont très importantes. Et moi, j'ai eu à discuter avec le colonel Patrick Karegeya, qui était le chef des services de renseignement de Paul Kagame, qui a été assassiné en Afrique du Sud en décembre de l'année passée. Et quand je lui ai posé la question sur l'instruction judiciaire française, il m'a dit « les juges français font de la politique ». C'est tout ce qu'il m'a dit. Et j'ai insisté pour dire pourquoi. Il dit, d'abord, ils ne sont jamais venus nous voir. Or, ce sont des témoins importants, puisque c'était l'un d'entre eux. Lui, Patrick Karegeya était le chef des services de renseignement de Kagame. Et le général Kayumba Nyamwasa était le chef d'état-major de Paul Kagame. Et à l'époque, il était le chef des renseignements militaires. Donc, ce sont des gens qui étaient au courant des préparatifs de l'attentat. Or, jusqu'à ce jour, la justice française n'a daigné les entendre. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a une commission rogatoire. On nous a dit que l'Afrique du Sud traînait les pieds, puisqu'ils sont, le général Kayumba se trouve en Afrique du Sud actuellement. Mais il s'avère que moi, j'ai entendu certains Rwandais m'ont dit que des deux côtés, on traîne les pieds. C'est-à-dire du côté français,
et du côté sud-africain. Mais il y a eu un événement qui a eu lieu récemment. C'est qu'il y a eu un témoin qui devrait être écouté par la justice française et qui a été kidnappé au Kenya, peut-être tué. La question qu'on se pose, c'est que pourquoi la France, la justice française n'a pas protégé ce témoin important. Et les médias n'ont pas fait écho de cette affaire. Donc aujourd'hui, on a l'impression, et il faut le dire, ce n'était pas une impression, c'est une réalité, c'est que les Français, en tout cas les autorités politiques françaises aujourd'hui, défendent-elles les intérêts de la France ou des autres puissances? Or, dans le cas de l'Afrique, en tout cas, et notamment de la région des Grands Lacs, ou disons même de l'Afrique centrale, on se rend bien compte que la France, depuis l'arrivée de Sarkozy, puisqu'il faut quand même dire que le président Mitterrand et le président Chirac avaient quand même une certaine autonomie, il y avait une certaine autonomie par rapport aux États-Unis. Ce qui n'est pas le cas de Sarkozy, encore moins de votre président normal. Puisque aujourd'hui, ils s'alignent tous derrière les positions américaines. Et c'est surprenant parce que c'est avant tout quand même, c'est quand même des citoyens français. Donc si la justice française n'est pas capable de rendre justice à des citoyens français, imaginez-vous pour les populations des Grands Lacs. Donc c'est un problème sérieux. Je pense que les Français devraient méditer sur cette affaire parce que ça risque de passer comme une lettre à la poste. On n'en parle presque jamais. Quelle était la position? On n'a rien entendu de la part de Mme Taubira, qui est la ministre de la Justice. Elle devrait se saisir de ce dossier parce qu'un témoin a été assassiné, un témoin qui devrait témoigner, un homme qui devrait témoigner devant la justice française sur une affaire impliquant des morts français. Donc depuis 1994, donc l'arrivée du FPR au pouvoir jusqu'à ce jour, il faut dire que la France est aujourd'hui presque inexistante dans la région des Grands Lacs. Les initiatives françaises, aujourd'hui, on dirait, s'alignent sur les positions américaines, sur les desseins américains. Et c'est très triste à dire parce que la France a des intérêts, les Français ont leurs intérêts, et qui ne cadrent nécessairement pas avec les intérêts des Américains. Et il faut dire surtout que les Américains ont pris l'habitude de sous-traiter leurs activités en Afrique aujourd'hui en utilisant les Français. On a le cas du Mali, on a le cas de la Centrafrique où les Français n'ont vu que du feu, et où on retrouve des troupes rwandaises en affaires, puisque les Français n'étaient même pas au courant que les troupes rwandaises arrivaient en Centrafrique. Et celui qui protège aujourd'hui même la présidente centrafricaine, c'est un membre des services de renseignement rwandais. Donc qui dit Rwanda, dit le maître américain, l'allié britannique et aussi israélien. Donc vous arrivez dans le cas du Mali, quand il y a eu ce coup d'État, on a demandé une certaine intervention. Bon, le Mali, ce n'est pas l'Afrique centrale, mais c'est juste une parenthèse, juste pour vous faire voir aujourd'hui la configuration politique et géopolitique dans la région, dans toute l'Afrique, et la place de la France dans ce grand jeu. Donc la France est inexistante, et non seulement elle est inexistante, mais elle travaille pour des intérêts autres que des intérêts français. Donc, et c'est ce que nous avons depuis 1994. Bon, on espère qu'au moins dans le cas du dossier de l'attentat, les autorités françaises se réveilleront, au moins pour faire éclater la vérité. Si parce que l'ONU n'a rien fait, le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a rien fait, il n'a jamais poursuivi un seul membre du FPR. Donc c'est comme si dans le dossier rwandais, il n'y avait pas eu de guerre, ou une guerre où il y avait juste un camp, et l'autre camp n'existe pas, et donc c'est le camp de Kagame qu'on ne poursuit pas. Et lorsque Carla Del Ponte a voulu, en tout cas a tenté d'ouvrir des enquêtes spéciales sur les crimes du FPR, elle a été écartée du tribunal pénal international pour le Rwanda par les maîtres de Kagame que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne.